Si l'immobilier peut être un investissement patrimonial, il peut aussi être une véritable activité économique. L'hôtellerie, le marchand de biens, la promotion immobilière en sont les exemples les plus parlants. Et dans ces cas, on va pas se contenter de porter un actif et on va entreprendre pour créer de la valeur à partir d'un actif foncier. Et en tant qu'activité commerciale, le marchand de biens va bénéficier d'une fiscalité différente de celle d'une détention d'immobilier patrimonial. Et c'est intéressant, notamment, pour les entrepreneurs dans le cadre d'un pacte Dutreil ou du remploi du prix de cession, de leur entreprise dans le cadre du 150 0 BTR. Mais il y a beaucoup de particularités, il y a des pièges. Évidemment, quand qui dit régime fiscal potentiellement plus favorable, il y a des conditions, à respecter. Et pour nous éclairer sur toutes ces particularités, j'ai le plaisir de recevoir Maxence Manzo. Il est avocat associé du cabinet Casals Manzo. Maxence, bonjour. Bonjour Lucien. J'en profite pour vous souhaiter la bienvenue sur cet épisode. Je suis Lucien Roy, votre hôte et family officer chez Ivesta, qui est partenaire de cet épisode. J'ai le plaisir dans ce podcast d'échanger avec les meilleurs professionnels qui accompagnent les entrepreneurs et avec qui nous créons des solutions pour nos clients. Alors pour commencer, je pense qu'on ne peut pas commencer différemment. Est-ce que tu peux nous rappeler quels sont les critères pour qu'une société soit un marchand de biens ? Alors, tout d'abord, une activité de marchand de biens, comme tu l'as bien indiqué, c'est une activité commerciale, c'est un acte de commerce. Et le Code général des impôts, via 2 articles, l'article 34 et l'article 35 du Code général des impôts, précise que l'activité marchand de biens relève des bénéfices industriels et commerciaux. Une activité de marchand de biens, il y a 2 critères. Tout d'abord, une intention spéculative. J'achète en vue de revendre un bien. Et un deuxième critère qui est une condition d'habitude. Donc il faut normalement au moins 2 achats ou 2 reventes pour faire une activité marchand de biens. La jurisprudence est venue préciser que si j'achète un bien et que je le revends par lot, c'est une activité marchand de biens. Donc ça permet finalement d'avoir un seul acte d'acquisition, mais plusieurs actes de vente. Tout à fait, où je peux faire plusieurs actes d'acquisition et un seul acte de revente également. Effectivement. Alors, on comprend, que j'ai cité différentes activités immobilières, tout à l'heure et on peut parfois se poser la question, quelle est vraiment la différence entre de la promotion immobilière et du marchand de biens? Est-ce que, une opération pourrait être, qualifiée, des 2? Est-ce que je peux opter pour l'un ou pour l'autre? Comment ça se passe? Alors la question est compliquée, autant on voit bien, qu'un promoteur, c'est quelqu'un qui achète un terrain et construit un immeuble, ça c'est facile. Après, quand on a des opérateurs qui achètent, un immeuble et qui commencent à faire des travaux dedans, on va se poser la question de savoir si on est plutôt marchand de biens ou promoteur. Là, on n'a pas vraiment de jurisprudence sur le sujet. Les seules choses qui pourraient nous aider, ce sont des commentaires administratifs sur les sociétés civiles de construction-vente, sociétés où on est obligé d'avoir une activité de promotion immobilière et pas de marchand de biens. Et donc la doctrine nous donne, certains critères, qui sont déjà, est-ce que dans les statuts, j'ai un objet marchand de biens ou promoteur? Ensuite, on va regarder si j'ai pris un engagement de revente ou un engagement de construire. On va regarder également si j'ai déposé un permis de construire. Tout ça, ce sont des éléments. Pris individuellement, le fait juste de déposer un permis de construire ne fait pas de moi un promoteur. Le fait de prendre un engagement de construire ne fait pas de moi un promoteur. Ça va être un faisceau d'indices. Ce qu'on se dit, c'est que si je commence à construire, par exemple, à surélever vraiment un immeuble, ou que je change toute la destination de l'immeuble, on pourrait se poser la question de si je ne tombe pas dans la promotion immobilière. Donc déjà, ça fait partie, je pense, des éléments à vérifier, au départ et tu parlais, tout à l'heure de cette intention, spéculative et donc on imagine qu'il faut une sorte de cohérence globale, dès le départ, une sorte de faisceau d'indices qui permet de comprendre que, dès le jour où j'ai acheté, j'avais cette intention de revendre et j'allais pas, et j'étais pas en train d'hésiter à faire autre chose. Déjà, ça ressort des statuts et l'administration regarde également les codes APE quand on va enregistrer notre société et n'hésite pas dans les propositions de rectification à nous dire vous n'avez pas le bon code APE donc en fait c'est pas la bonne intention. Et bah, c'est bon à savoir quand ça se joue sur des détails, comme ceux-là.
J'ai pas envie de faire attendre nos auditeurs parce que là, on est dans un contexte particulier. La loi de finances pour 2026 est, j'allais dire presque en vigueur, dans quelques jours. Il y a des modifications qui ont été apportées à l'article 150 0 On sait que l'activité de marchand de biens, pouvait être attractive parce qu'on a la sensation avec un sous-jacent immobilier d'être plus sécurisé que de partir dans une activité commerciale qui pourrait, j'allais dire tomber à zéro, même si on sait que certains immeubles peuvent aussi tomber à -80 voire à 0. Quelles sont les nouveautés par rapport au régime de marchand de biens dans cette loi de finances 2026? Alors, la loi de finances, prend pour optique qu'une activité de marchand de biens, c'est pas vraiment une activité commerciale, en fait. Ce qui est sans doute, faux. Et donc a décidé de ne plus rendre éligible, cette activité de marchand de biens, et de promotion immobilière. Elle modifie le 150 sur les investissements faits, en direct, donc via des holdings, heu, en faisant un renvoi au 199 terdecies, 0A, qui exclut, des activités éligibles, des activités immobilières. Alors on ne sait pas très bien ce que c'est, mais la doctrine administrative, donne une bonne définition, c'est tout ce qui est en lien avec l'immobilier. Donc marchand de biens, promotion immobilière. Donc on sait que ça fonctionne plus normalement. Se pose la question toutefois des fonds immobiliers. Est-ce que, cette exception, est-ce que l'activité marchand de biens, est éligible ou pas? Heu, Aujourd'hui, les textes ne sont pas clairs si on a une lecture stricte, mais le sens de l'histoire serait sans doute aussi que l'activité ne soit plus éligible. Et alors pour tous les entrepreneurs qui s'inquiètent parce que, ils ont, déjà apporté, à leur holding, ils ont déjà cédé et tout leur emploi est dans un projet de marchand de biens, à quel moment s'applique, cette, nouvelle règle? Et est-ce que les entrepreneurs qui ont déjà, apporté et cédé sont concernés? Alors ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, c'est-à-dire que la loi ne va s'appliquer que, au titre apporté et cédé à compter de la publication de la loi. Dit autrement, tous ceux qui ont déjà fait leur cash out et qui ont cédé leur titre, qui ont déjà investi ou qui veulent investir, peuvent continuer à investir dans des activités marchands de biens, soit en direct, soit via des fonds Et donc là, le critère, c'est qu'il faut avoir apporté et et aussi cédé, cédé. Donc tout à fait. si on Si on a apporté et pas cédé, et qu'on cède, dans quelques jours, c'est trop tard. donc il faut, donc il y a quelques, personnes qui seront, dans une position, délicate si l'apport a déjà été fait, avec, un projet, qui finalement devra être réorienté, d'une autre façon. Via du private equity, notamment. Bah, ce sera la dernière solution et c'est ce qu'on voit le plus, finalement en dehors de ces activités. Alors pour, reparler, pour j'allais dire prendre les choses dans le bon sens, dans le marchand de biens, un peu comme toute opération, immobilière, mais encore plus ici. On comprend qu'il y a différents moments, dans ces opérations, l'acquisition, la détention et puis la cession et donc je propose qu'on aille dans cette direction pour avoir un fil conducteur de l'épisode et puis qu'à chaque fois on comprenne quels sont, les points les plus importants et puis les différences avec, une acquisition classique ou d'autres régimes qui peuvent être utilisés. D'abord, du coup, au moment de l'acquisition, on a compris que les statuts, c'était important, que le code APE, fallait pas se tromper. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, sur lesquels il faut être vigilant? Alors, au moment de l'acquisition, oui, il y a plusieurs éléments en fonction des impôts. Déjà, si on se place au niveau de la TVA, un point important, qui vient de la jurisprudence, elle considère que la TVA d'acquisition, par principe, n'est pas déductible. Donc c'est-à-dire qu'il faut prévoir de la financer, et qu'elle ne sera déductible et récupérable qu'au moment de la cession si celle-ci est soumise effectivement à la TVA. Donc il peut y avoir un coût de portage. Alors, il y a une exception, ce sont pour les marchands de biens qui vont affecter, le bien immobilier, à une activité locative soumise à TVA. Donc si je loue en TVA mon bien immobilier ou que j'effectue, une recherche active, d'un locataire avec un loyer en TVA, au bout d'1 an, je peux récupérer cette TVA d'acquisition. Ça veut dire qu'il y a quand même un coût de portage d'1 an. Et donc ce qu'il faut vraiment penser à faire, c'est faire une lettre d'option à la TVA sur les loyers avant même l'acquisition et on l'inscrit dans l'acte qu'on a bien fait et on l'a joint à l'acte. L'autre point qui est important, c'est en matière de droit d'enregistrement.
Il y a un régime de faveur qui est prévu par l'article 1115 du Code général des impôts, où on peut prendre un engagement de revente dans un délai de 5 ans, pour autant qu'on soit assujetti à la TVA, mais normalement, quand on est marchand de biens, on est un assujetti parce qu'on exerce une activité économique. Et cet engagement permet, de payer, les droits d'enregistrement au taux réduit et qui sont de 0,715 et d'avoir également une exonération de la taxe additionnelle sur les bureaux et les commerces de 0,6. Ce qu'il faut bien faire attention, c'est de revendre dans un délai de 5 ans. L'autre point où il faut faire attention, c'est que si on a acheté auprès d'un autre marchand de biens, qui avait pris lui-même cet engagement, le point de départ de mon délai d'engagement n'est pas mon acte, mais le précédent. Donc, il faut bien que je fasse attention à mes délais. Et le dernier point où il faut faire très attention, c'est quand j'achète des immeubles, donc pareil, souvent j'ai des immeubles mixtes, habitation et commerce. Et si je fais une revente à la découpe sujette au droit de préemption, dans ces cas, le délai passe de 5 ans à 2 ans. Donc là, le délai est très court. Eh bien, on voit qu'effectivement, on a bien fait de se poser, un instant sur les points de vigilance au moment de l'acquisition, parce qu'on comprend que, en fonction des dispositions dans lesquelles sont l'immeuble et des conditions dans lesquelles on va pouvoir revendre, on va bénéficier d'un régime qui est pas du tout le même, avec notamment des délais de revente, qui sont hyper impactants, pour l'opération. Heu Quand on pense à une acquisition immobilière, classique, effectivement, on pense à toutes les taxes qu'on va payer. Tu as parlé des droits d'enregistrement qui sont là, du coup, réduits, mais à condition qu'on puisse revendre. Heu, Également, on peut penser aux frais d'acquisition. On sait que parfois ils sont considérés comme un ajout au prix de revient, et parfois on peut les déduire. Est-ce que dans ce cas-là, on sera en capacité de les déduire? Alors, pour le coup, les frais d'acquisition vont rentrer on va les incorporer, au prix du stock puisque le bien est inscrit en stock comptablement et donc tous les frais, normalement, sont incorporés au prix du stock. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que les Français adorent les sociétés civiles. C'est un peu l'outil favori. Si on fait une activité de marchand de biens qui est une activité commerciale dans une société civile, la société civile passe automatiquement à l'impôt sur les sociétés. La solution pour éviter ça, si on recherche une certaine, translucidité de la structure, c'est de passer via une société en nom collectif, une SNC. Avec comme contrainte, qu'il faut 2 associés et que la responsabilité est solidaire et indéfinie. Ouais, donc j'imagine que c'est pas forcément l'option qui est la plus choisie dans ton expérience? Si, si, on voit des SNC, c'est juste qu'il faut penser à prévoir entre guillemets «des structures à liesse au-dessus» qui sont des bloqueurs de responsabilité. Effectivement, parce que dans les opérations immobilières, en général, ça passe quand même par un certain levier, et donc on a besoin de se protéger. Tout à fait. Alors si maintenant, on a évité tous les pièges, de l'acquisition, et qu'on commence à arriver dans cette période de détention où, on sait qu'il va quand même falloir, entre guillemets «se dépêcher», de vendre. On a compris qu'on pouvait faire des travaux, on a compris qu'on pouvait aussi louer. À quoi je dois quand même faire attention, dans ces étapes? Est-ce que je peux louer à n'importe quelle condition? Est-ce que je peux essayer de rallonger mon délai de location au maximum pour, essayer de trouver le plus possible de locataires et mieux revendre? Enfin, comment s'articule, et quelle stratégie tu peux recommander à, tes entrepreneurs de l'immobilier? Alors souvent, les marchands de biens, ils achètent pour revendre, mais ils veulent quand même valoriser l'actif. Valoriser l'actif, ça passe par une phase travaux, et la recherche d'un locataire, ce qui va permettre avec un bon loyer, ce qui va permettre de valoriser l'immeuble. Heu, Pendant cette phase travaux, il va y avoir beaucoup de TVA sur les travaux et dans la même lignée que ce qu'on a dit sur, la TVA sur l'acquisition, cette TVA sur les travaux, elle n'est pas du tout récupérable, même si le bien est loué. Il va vraiment falloir attendre la fin de l'opération au moment où je revends, sous réserve que la revente soit soumise à TVA. Donc j'ai un vrai coût de portage et dans les business plans, il faut prévoir ce coût de portage. Est-ce que tu peux nous rappeler dans quel cas, justement, une vente immobilière est soumise à TVA? Alors, une vente immobilière est soumise à TVA soit de plein droit parce que l'immeuble, est réputé être neuf. J'ai fait tellement de travaux qu'il est devenu neuf, ou tout simplement parce que je décide d'opter à la TVA sur la vente.
Donc c'est une option. Cette option, elle sera soit sur, le prix de vente, soit sur la marge, selon les cas, sachant que la TVA sur marge a vocation à être de plus en plus réduite, à être de plus en plus complexe à obtenir. Donc souvent, on est de la TVA sur prix total. D'accord, on imagine que dans les options à la TVA, on voit tout de suite, j'allais dire le problème puisque donc si mon acheteur est effectivement, lui aussi peut déduire la TVA, on comprend qu'il puisse, on va dire, passer outre cet élément. Mais bon, si on a, un immeuble mixte avec, donc des habitations, normales, il va falloir du coup que nous, on obtienne un prix plus faible de notre immeuble pour pouvoir financer cette TVA puisqu'on va pas vendre 12 000 au lieu de 10 000 du mètre carré parce qu'il y a de la TVA. Alors ça dépend de la typologie de l'immeuble. Quand j'ai un immeuble 100 bureau, j'ai pas de problème, mon acheteur, il va opter à la TVA, il pourra récupérer la TVA, donc je peux mettre de la TVA, ce qui me permet moi de récupérer ma TVA sur les travaux. Quand j'ai un immeuble mixte, là c'est plus compliqué, parce que j'ai toute la partie habitation où normalement je peux pas mettre de TVA et la partie commerce bureau où je peux mettre de la TVA. Se pose la question du coup, il faut gérer les choses de façon différente. En fait, on peut se dire qu'il vaut mieux ne pas récupérer de la TVA amont, donc sur les travaux, par exemple sur la partie habitation, et de pas opter du coup, à la TVA. Donc on perd notre TVA d'amont, mais c'est pas très grave. Ça coûte moins cher que de mettre de la TVA sur la revente. Oui, puis en plus, on imagine que comme il y a cet effet cash flow avec, la TVA qu'on récupère en plus pas tout de suite, Exactement, ça diminue notre intérêt, d'opter à la tout à TVA. fait. Et après, dans certains cas de figure spécifiques, mais souvent, il faut passer par voie de rescrit, on pourrait envisager, d'opter à la TVA sur des parties d'immeubles. La doctrine administrative, précise bien que, lorsqu'on est en vente d'un immeuble où il y a des lots de copropriété, je peux opter à la TVA sur certains lots et pas sur d'autres lots. Et dans ce cas-là, j'imagine qu'on doit faire une sorte de proratisation sur les travaux et cetera. Alors, l'idée, ça serait, mais quand on rentre vraiment en pratique, c'est-à-dire qu'il faudrait une facture pour les travaux liés au bureau, une facture pour les travaux liés à l'habitation, en étant très spécifique, et surtout ce qui est partie commune, on appliquerait un prorata de TVA, en effet. D'accord, donc là, on imagine qu'on a effectivement, besoin, j'allais dire d'un suivi, très précis et comment en pratique se réalise ce suivi? Parce qu'on a vraiment différents types de marchands de biens, à mon sens. On a j'allais dire des grandes sociétés de marchands de biens qui sont, très structurées et donc avec, j'allais dire plusieurs, dizaines d'employés qui vont gérer ces activités. Puis on a des marchands de biens qui se lancent, des marchands de biens qui sont, peut-être, en reconversion, qui étaient entrepreneurs, qui maintenant deviennent, marchands de biens, donc qui n'ont pas toute une équipe autour d'eux. Est-ce qu'ils font appel à des avocats? Est-ce que c'est des experts comptables spécialisés qui vont les aider là-dedans? Ou est-ce qu'ils doivent embaucher un ancien expert comptable? Alors, quand on est marchand de biens, on s'invente pas marchand de biens. Donc parce que c'est vraiment, ce sont des opérations qui sont compliquées, déjà d'un point de vue, juste marchand de biens et puis même fiscalement, c'est très compliqué. Oui, donc souvent on intervient, on analyse projet par projet ce qu'il faut faire. De temps en temps, on va se dire: «Bah, on va quand même mettre de la TVA» ou de temps en temps, on va pas récupérer la TVA. Chaque projet est différent. Heu Si on veut faire les choses simples, en théorie, il suffirait de constituer 2 sociétés, une société qui fait la partie habitation, une société qui fait la partie commerce et on isole plus facilement les factures. Mais on peut tout à fait le faire au sein d'une même société, c'est juste que ça demande une plus grande rigueur, au jour le jour. Je nous arrête un instant pour vous inviter à rejoindre notre newsletter. C'est là que nous prévenons nos plus de 3000 abonnés au podcast que les nouveaux épisodes sortent. Pour cela, cliquez sur le lien en description ou rendez-vous directement sur le-family-office.fr. Pour ces entrepreneurs j'allais dire, qui démarrent dans l'activité de marchand de biens, est-ce que en pratique, tu vois des formes d'accompagnement par d'autres marchands de biens ou une sorte de, j'allais dire, comment on fait pour progresser en tant que marchand de biens et se structurer au départ? Alors en pratique, moi ce que je vois plutôt, c'est les entrepreneurs qui ont jamais été dans le monde de l'immobilier vont investir, via des fonds d'investissement qui sont souvent créés sous forme de SLP, Société de libre partenariat, éligibles au 150 BTR, où ils vont avoir en sous-jacent des activités marchands de biens. Et après pour, ceux qui veulent vraiment faire en propre,
ils sont obligés de se constituer une équipe, donc soit en allant chercher, des asset managers qui ont l'habitude d'en faire, soit à internaliser, la fonction en embauchant, des personnes. C'est important, je pense, de montrer à quel point, ça nécessite une structuration parce que c'est vrai que tout un chacun se dit: «Bah, c'est de l'immobilier, c'est pas si compliqué que ça et je peux m'en occuper comme j'ai bien acquis ma résidence principale, je peux bien le faire une autre fois avec un projet, marchand de biens» ou alors on le voit aussi dans des projets, d'hôtellerie où paradoxalement on a l'impression que chacun se sent beaucoup plus compétent, même sans l'avoir jamais fait que si on disait: «Je vais monter une boîte, dans la tech ou dans l'emballage ou dans n'importe quel autre, domaine». C'est alors, le marchand de biens, ça appelle, plein de compétences. Alors, au-delà de la fiscalité, il y a des sujets urbanistiques, il y a des sujets de suivi des travaux, de connaissance du marché immobilier. C'est vraiment on a besoin de professionnels. Pour revenir à la fiscalité en cours de détention, puisque c'est par là c'est là qu'on était, heu, on a compris du coup que la TVA, c'était un sujet qu'on allait encore une fois revoir, plus tard. Les droits de mutation, j'allais dire, on est toujours on attend, hein, On attend, on surveille. on on surveille le fait de pouvoir revendre suffisamment rapidement pour pouvoir, bénéficier de ce taux, réduit. Au niveau de l'impôt sur les sociétés, on imagine que si on perçoit des loyers, on est comme une société, classique. Ah tout à fait, les loyers sont imposés de façon classique. On pourra pas, imputer, d'amortissement puisque vu que le bien est en stock, il ne s'amortit pas. Donc je ne pourrais les loyers seront pleinement imposables. Ce qu'il faut peut-être avoir en tête, c'est donc les travaux, je vais les incorporer au stock, ils ne sont pas déductibles. Sur les charges financières, donc tout ce qui est intérêt, là, on a une option, soit les passer en charge, soit les incorporer, au prix du stock et sur des grosses opérations, faut faire quand même des simulations, c'est pas évident parce que si je les prends en charge tout de suite, j'ai 2 éléments à prendre en compte. Le premier, c'est que j'ai des limites de déductibilité des charges financières, qui sont, de 3 000 000 ou 30 de l'EBITDA. EBITDA, qui est normalement assez faible, hein, ou 1 000 000 et 10 de l'EBITDA. Donc sur les grosses opérations, je peux être sur le premier ratio du million, en cas de compte courant d'associé, ce qui limite ma capacité de déduction. Heu et l'autre point, c'est que je risque de créer du déficit fiscal qui ne sera pas pleinement utilisable à la fin, parce que j'ai une limitation d'utilisation des déficits qui est de 1 000 000 plus 50 des plus-values au moment où je vais revendre. Donc dans certains cas, c'est plus intelligent de stocker parce qu'on va décaler le problème à la fin où j'aurai, ma plus-value en Pleine fait. imputabilité du coup Exactement, de ces charges. exactement. On On a 2 enfin, au niveau de la société, on a aussi une problématique au niveau de la taxe de 3. Est-ce que tu peux, nous éclairer sur ce sujet? Oui, alors la taxe de 3 les non-professionnels la connaissent pas bien, mais toute société française ou étrangère, qui possède qui est à prépondérance immobilière, doit payer une taxe égale à 3 de la valeur vénale de l'immobilier chaque année. Il y a plein d'exonérations, donc c'est facile de pas la payer. Il faut juste faire une déclaration, avant le 15 mai, donnant la valeur de l'immeuble, la superficie, l'adresse et l'actionnariat, de la société. Dans les exceptions qu'on a en plus de cette déclaration, les activités de promotion immobilière et de marchand de biens, sont exonérées sous réserve que le bien soit inscrit en stock. Donc il Donc faut juste bien faire attention qu'on soit bien marchand. au niveau, des associés, quand on parle d'immobilier, on a tout un tas de questions. Beaucoup vont se concentrer autour, de l'IFI notamment et de se dire: «Est-ce que quand je suis marchand de biens, je vais, devoir déclarer à l'IFI, mon immeuble, ou mes fonds immobiliers?» d'ailleurs pour, les mêmes raisons. Alors, pour le moment, c'est toujours, on considère que c'est toujours une exonération, de l'IFI parce que c'est un actif qui est lié, à une activité économique, donc à une activité commerciale et donc c'est hors champ de c'est pas dans on va pas payer d'IFI dessus. Au même titre que sur le pacte Dutreil, si on a activité de marchand de biens, on pourra prendre un pacte Dutreil, dessus. On verra un peu plus tard sur, les problématiques, de délai. Absolument et je pense que c'est là où c'est là qu'on doit aller parce qu'on arrive après avoir détenu, l'immeuble, on comprend que ça vient assez vite, le moment, de la revente
et peut-être parfois trop vite. Et enfin, en fait, ou peut-être, qu'on n'a pas le temps, en fait, d'avoir vendu l'immeuble et que je suis marchand de biens. Ça fait 4 ans et demi que j'ai, mon immeuble et là, je me rends compte que je vais pas réussir à tenir le délai. Qu'est-ce qui se passe pour moi? Est-ce que j'ai une possibilité d'opter pour, d'autres régimes? Et comment je peux me rattraper finalement, quand j'ai, pas tenu? Et là, on le voit en plus en ce moment avec, les prix parisiens qui ont pas forcément été ceux qui étaient escomptés par les marchands et qui parfois se retrouvent à dire: «Bah, je préfère porter l'actif un peu plus longtemps, plutôt que le vendre, à des cotes aujourd'hui». Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est substituer l'engagement de revente avec un engagement de construire. Ça permet de gagner du temps, mais ça suppose qu'il va falloir respecter l'engagement de construire, donc faire un immeuble, neuf. Donc c'est un tout autre projet, je dirais. Ouais, donc là, c'est un changement de C'est un projet et changement de est-ce projet. que, enfin, quand je t'entends dire ça, je me dis ça s'envisage peut-être pas au bout de 4 ans et demi, Non. peut-être plutôt au bout de 2 ans ou quand on a vraiment du temps devant nous encore. Exactement. C'est-à-dire qu'en général, dès le début, on a prévu, je dirais un scénario B, qui se dit: «Mon objectif, c'est de revendre rapidement, mais si au bout d'un certain moment, je vois que je ne peux pas revendre, j'ai pour objectif quand même de pouvoir, passer sur un engagement de construire et construire un immeuble neuf». Et quel est, je veux dire, quel est le bénéfice de cet engagement de construire, qui se substituerait à cet engagement de revente? Alors au niveau des droits, je vais pas me faire rembourser parce que l'engagement de construire, c'est des droits de 125 € au lieu de ces 0 de 715, donc je vais pas me les faire rembourser, mais ça me permet de gagner du temps, pour pouvoir construire et surtout que quand je prends un engagement de construire, autant l'engagement de revente n'est jamais renouvelable, autant l'engagement de construire, je peux le renouveler chaque année. C'est-à-dire que je vais voir l'administration, je leur écris un courrier, je leur dis: «Bah, voilà, j'ai commencé à faire, mes travaux, je suis en cours, renouvelez» et on obtient des renouvellements, sans trop de difficultés. Donc, on va dire qu'en théorie, on pourrait le renouveler, indéfiniment, c'est ça? Mais Ah oui, j'imagine alors qu'au bout pas d'un moment, indéfiniment, mais ça peut durer quelques années. Si on n'a pas du tout, d'idée de construire un immeuble neuf, bah, l'engagement de revente, on va pas le respecter. C'est-à-dire qu'il va falloir payer les droits qu'on aurait dû payer à l'époque, plus ce qu'on oublie, c'est la surtaxe de 0,6 sur, les bureaux commerce, hem, avec un intérêt de retard. Ce qui est important, c'est que c'est un sujet qui est donc surveillé par l'administration. On s'aperçoit qu'ils ont un petit listing et ils pensent à nous. Donc faut pas hésiter à les voir juste avant et leur dire: «Bah, voilà, on va pas y arriver et on paye de nous-mêmes». Le risque serait quelqu'un qui passe le délai et se dit: «Bah, je vais jouer un peu la prescription» et parce que l'administration, elle pense à nous et là, l'administration, elle pourrait nous mettre des pénalités, désagréables, 10 voire 40. oui, dans ce cas-là, c'est plus tout à fait, Donc la même chose. faut être un peu proactif, je pense pour, éviter ces soucis. Bon, repartons dans un scénario plus optimiste où effectivement on a, réussi tout en étant, marchand à, trouver, un acquéreur et donc à ce moment-là, heu, on a compris qu'il y avait des impacts, sur la TVA, sur l'impôt sur les sociétés aussi. Est-ce que tu peux nous éclairer, sur ces impacts? Alors l'impôt sur les sociétés, c'est pas en soi pas très compliqué parce que j'ai mon prix de vente, j'ai la valeur de mon stock, la différence, ça va faire ma plus-value. Et ça et là, tout dépend de est-ce que j'ai incorporé, mes Exactement. charges au fil de l'eau ou pas et Mais puis ça impacte. normalement, c'est quelque chose qu'on a traité en avance dans le business plan, où on a fait nos simulations et on s'est dit, voilà, il fallait que j'incorpore ou pas, mes charges financières. Donc ça, normalement, c'est géré assez facilement. Sur la TVA, en fait, si on veut récupérer la TVA amont, il faut absolument que la revente soit en TVA. Donc tout dépend de la typologie d'actifs, c'est ce que je disais, si c'est en commerce, il y aura pas de sujet. Si on est en habitation, bah, va falloir opter potentiellement à la TVA si on a beaucoup de TVA amont et rechercher le régime de la TVA sur marge, qui est pas évident parce qu'aujourd'hui, il repose sur une doctrine administrative. Hem et pourquoi je dis que c'est pas évident? C'est-à-dire qu'il y a une grande réforme qui est un peu passée, les spécialistes l'ont vu, mais les autres ne l'ont pas vu, c'est que toutes les dispositions TVA sortent du code général des impôts, vont dans un nouveau code et sont totalement réécrites et pas à droit constant. C'est-à-dire que je vais pas reprendre le même article et le remettre dans le nouveau code, c'est-à-dire qu'il y a une réécriture de l'article. L'une des questions étant: est-ce que ma doctrine administrative précédente sera toujours applicable? C'est pas évident. Alors aujourd'hui, pour le moment, les articles sont toujours dans le code général des impôts, la bascule sera en septembre 2026.
En tout état de cause, lorsqu'on fait des projets immobiliers où on a de la TVA quand même à 20 donc c'est conséquent, on va aller rechercher souvent, des rescrits pour confirmer qu'on est bien en TVA sur marge ou pour confirmer, la TVA qui est déductible. La possibilité ce qu'on peut faire aussi, c'est se dire: «Bah, je vais opter à la TVA juste pour la partie bureau», ce qui me permet de récupérer la TVA sur la partie bureau. Sur la partie habitation, j'ai pas trop de TVA à récupérer parce que j'ai pas fait trop de travaux et donc j'opte pas à la TVA sur la partie habitation. Quand on est dans des lots de copro, il y a pas de sujet, c'est prévu par doctrine. Quand on n'est pas exactement dans les clous, est-ce que j'irai pas chercher un rescrit? C'est pas totalement, stupide. D'ailleurs, ça me fait, repenser à ma question, précédente. Quand on j'ai compris que l'engagement de revente était, en lien plus avec les droits, d'enregistrement et donc si par hypothèse j'étais en retard, je j'ai pas d'obstacle finalement à déduire ma TVA et avoir les mêmes, je veux dire le même raisonnement sur la TVA peut-être au bout de 6 ans ou 7 ans, même si je suis plus, marchand de biens au titre des, droits de mutation? Alors techniquement, l'engagement de revente n'a rien à voir, avec la notion de marchand de biens. Ça l'était il y a très longtemps, mais je peux prendre des engagements de revente en tant que de besoin en principe. En principe. C'est et donc du coup, la TVA et les droits d'enregistrement sont déconnectés, oui. Merci pour cette clarification. Hem on avait, évoqué, au moment de l'acquisition, j'allais dire des problématiques de forme avec, mon code APE qui doit être le bon, avec mes statuts qui, donnent déjà une forme de cohérence à l'opération. Est-ce qu'au moment de la revente, j'ai aussi, ce genre d'obligation ou en tout cas de recommandations, j'allais dire presque administratives pour pouvoir continuer à conforter mon dossier ou simplement le fait d'avoir revendu, j'allais dire me libère de tout le poids, de toutes les charges que je pourrais avoir? Alors, techniquement, il y a besoin de pas faire grand-chose, sauf si on est dans des régimes de faveur, type, IFI et Dutreil. Et là, il va falloir être en mesure de démontrer à l'administration qu'on a bien eu une activité de marchand de biens. Donc si j'ai fait qu'une seule opération, en plus, si ça se trouve, c'est juste un appartement que j'ai acheté, que j'ai revendu, c'est pas évident qu'on considère que la personne soit marchand de biens. Donc faut penser à faire une deuxième opération. En matière Dutreil, le Dutreil, c'est 6 ans normalement, quoi, jusqu'à aujourd'hui. Hem Et donc on pouvait faire, 1 ou 2 opérations, c'est-à-dire, une opération au début, une deuxième opération en N+2 et on tenait notre engagement de 6 ans, c'est une activité continue en matière de Dutreil. Là, on va passer à 8 ans sur le Dutreil, donc va falloir faire, 2 ou 3 opérations, pour bien être éligible. Et si, j'ai tout vendu en N+4 et que je ne fais plus d'opérations entre N+4 et N+8, je suis pas sûr que le Dutreil continue à fonctionner. Et justement. Donc faudrait céder sans doute post fin du délai de 8 ans pour bien montrer que j'ai été en permanence marchand de biens. Et là se pose, forcément une question alors à laquelle j'imagine qu'il est assez difficile de répondre puisque de savoir, finalement à quel moment le grain de sable est un tas de sable, c'est toujours, une question qu'on aime se poser et à laquelle on a beaucoup de mal à répondre. Est-ce que, parce qu'on sait qu'en matière de Dutreil, on a besoin d'avoir une activité, continue et qu'on peut pas, j'allais dire, comme tu le disais, s'arrêter au bout de 4 ans puis dire: «C'est bon, j'ai respecté, mon engagement si je vends pas les parts de la boîte qui est remplie de cash». Du coup, se pose la question, est-ce que j'ai le droit, d'avoir un délai entre 2 opérations? Imaginons que j'ai pas eu, la possibilité de financer des opérations qui se chevauchent et donc que pendant 1 an, je suis en train de chercher un immeuble et donc j'ai pas factuellement, j'ai mon prix de vente de mon premier immeuble et j'ai pas encore acheté le deuxième. Alors à mon sens, ça pose absolument aucun problème. Le sujet, ça va être d'être en mesure de le démontrer. Alors si, si j'ai fait 3 ans, de marchand de biens, 1 an j'ai rien fait et re 3 ans je fais du marchand de biens, les faits montrent que j'ai été marchand de biens tout le temps. Je pense qu'il y a pas de sujet. Dans les cas peut-être, un peu plus, spécifiques, il va être important de démontrer que j'ai une volonté d'être marchand de biens. Donc typiquement, quand les brokers, m'envoient, des dossiers, je les regarde, je leur réponds par écrit en expliquant pourquoi je ne prends pas cette opération. Ce qui est important, ça va être, de rapporter la preuve.
et pas juste de pouvoir le dire à l'administration. Et donc se constituer un dossier est fondamental, mais ça, c'est partout en fiscalité. Ce qui est important, c'est toujours être en mesure de rapporter la preuve de. Un peu moins de contraintes, sur, peut-être le report d'imposition où je veux dire là, on n'a pas besoin pendant 8 ans de continuer à démontrer une activité. Néanmoins, tu le rappelais tout à l'heure, c'est important d'avoir cet aspect enfin cette répétition dans les opérations. Est-ce que, est-ce que je suis obligé du coup d'enchaîner des opérations ou simplement je peux j'allais dire me contenter d'en avoir une ou 2 et considérer, enfin plutôt 2 du coup, qu'il y a une répétition? Alors techniquement, 2 suffit. Après la jurisprudence, est assez, en fait, selon les impôts, les jurisprudences vont être plus ou moins laxistes, en fait. Mmh. Heu et la jurisprudence peut dire 3 opérations sur 30 ans, vous êtes marchand de biens, heu et nous dire l'inverse à un moment. Donc moi, je pense qu'il faut un minimum de 2 opérations, c'est suffisant. Si on en fait plus, c'est mieux. Merci, pour ces éclairages. Est-ce que, tu as un mot de la fin pour les auditeurs, qui, soit sont déjà marchands de biens et à une des étapes qu'on a évoquées ou alors, se contemplent ce projet? Alors je pense que c'est ce qu'on a dit au début, hein, c'est que la matière est compliquée et il faut, s'accompagner de professionnels, tant sur l'activité elle-même de marchand de biens via des asset, managers et des property managers et aussi, des professionnels du droit, sur toute la partie fiscale. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup Lucien. Pour ce débrief, j'ai le plaisir de recevoir François Le Floch. Il est Family Officer chez Ivesta et aussi responsable de l'offre immobilière d'Ivesta. François, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode? Alors, bonjour Lucien, merci, de m'inviter sur ton podcast. Alors il est vrai que les activités de marchand de biens sont assez, séduisantes et assez appréciées de la part de nos clients. Ça leur permet de s'exposer à l'immobilier autrement que, à plus long terme comme ils peuvent avoir dans leur patrimoine de jouissance avec leur résidence, principale et une ou plusieurs résidences secondaires. Et ça leur permet de retrouver une vision assez entrepreneuriale, que la majorité de nos clients apprécient. Et c'est vrai que la détention, courte des projets de marchand de biens peut être, d'autant plus appréciée. Oui, encore plus dans le contexte actuel, on a des environnements qui sont, mouvants, qui évoluent, rapidement, que ce soit sur la partie fiscale, mais aussi sur la partie, macro. L'immobilier par nature, est immobilisé à un endroit, donc arriver sur des activités sur des opérations assez courtes, de 2 à 5 années, ça permet d'être assez agile, dans ce contexte. On reçoit donc, régulièrement des offres pour les investisseurs qui nous regardent. Quels sont les premiers indices que tu regardes quand tu reçois sur ton bureau une offre, pour un projet de marchand de biens? Alors, c'est vrai que, avant de passer à la due deal, on va déjà, regarder 3 principaux indicateurs. Le premier, ça va être, la remontée, du deal. Pourquoi nous? Les bonnes affaires immobilières ne courent pas les rues. Au contraire, elles sont plutôt, confidentielles. Donc il faut pouvoir, remonter cette chaîne, pour savoir à quel moment c'est arrivé sur notre bureau et dans quel contexte. Ensuite, on va regarder, plutôt, l'alignement d'intérêts qu'on peut avoir avec l'opérateur. Nous, on n'est pas marchand de biens, on préfère, s'associer avec certains d'entre eux. Donc on est plutôt dans une optique de co-invest, et donc dans cette optique-là, on veut que l'opérateur ait aussi des billes dans le même deal que nous. Généralement, on regarde des fonds propres autour de 10 de l'opération, et s'il applique un carry aussi, c'est un bon indicateur. Et enfin, ça va être plutôt sur le TRI. On va regarder le rendement de l'opération parce que ça reste des activités qui restent risquées malgré le fait que ce soit de l'immobilier. Par ailleurs, nous, avec notre vue d'allocataire, on a accès à des investissements, assez diversifiés comme, du LBO ou, des fonds de secondaire, qui présentent des rendements autour des, 13-15 à long terme. Donc l'idée, c'est quand même d'avoir, un rendement qui soit à la hauteur du risque que le client, va porter. Eh bah, merci beaucoup. Merci Lucien.